Dès que l'homme Ali pensait, il avait enterré le passé le jour où il a signé les papiers du divorce. Il pensait qu'il était intouchable. Le roi de la ville, finalement libre de la femme qui a brisé son cœur. Il était faux. 3 mois de silence a fini avec une simple vibration sur un bureau en acajou. Ce n'était pas une menace et ce n'était pas un accord commercial. C'était un appel téléphonique qui forcerait l'homme le plus impitoyable du monde souterrain à ses genoux. Qu'est-ce qui arrive quand le mensonge que vous avez cru pendant 90 jours se démêle en 90 secondes? Vous êtes sur le point de le découvrir. C'est 3 mois après le divorce. Un appel téléphonique a brisé le monde du patron de la mafia. La pluie fouettait les fenêtres du sol au plafond du penthouse au Mali, transformant les lumières de la ville de Chicago en traînées maculées et larmoyantes de néon. À l'intérieur, l'air sentait la fumée de cigares rassis et le scotch cher, l'odeur d'une victoire solitaire. Declan Ali était assis derrière son massif bureau en ébène, fixant un contrat qui solidifierait son contrôle sur les docks de l'Ouest. Il avait 34 ans, avec le genre de beauté aiguisée et prédatrice qui rendait les gens nerveux. Ses yeux, habituellement d'un bleu perçant, semblaient ternes ce soir, fatigués. Patron, une voix a grondé des ombres près de la porte. C'était Rocco, son chef de la sécurité, et le seul homme en qui Declan avait confiance pour surveiller ses arrières, sans un couteau à la main. La réunion avec la famille Vitti est fixée pour minuit. Ils sont nerveux. Declan n'a pas levé les yeux. Il a signé le papier avec une arabesque qui semblait plus agressive que nécessaire. Laissez-les être nerveux, Rocco. Les hommes nerveux font des erreurs. Les erreurs me font de l'argent. Et l'autre affaire, Rocco a hésité. L'affaire personnelle. Le stylo de Declan s'est figé. Le silence dans la pièce est devenu lourd, suffocant. Il n'y a pas d'affaire personnelle. Ce dossier est fermé. Ça fait 3 mois, Declan, a dit Rocco, sa voix baissant d'une octave. Tu n'as pas dormi une nuit complète depuis qu'elle est partie. Elle n'est pas partie, Rocco. Je l'ai jetée dehors. Declan a finalement levé les yeux, son regard assez froid pour geler la pluie dehors. Il y a une différence. Sienna, même penser son nom, se sentait comme avalée du verre brisé. Il y a 3 mois, Sienna Ali, anciennement Sienna Miller, avait été la lumière dans le monde sombre et violent de Declan. Elle était une restauratrice d'art, douce, avec des mains qui réparaient les choses cassées. Il l'avait adorée. Puis sont venues les photos. Des clichés granuleux au téléobjectif de Sienna, entrant dans un hôtel avec Adrien Vitti, le fils du rival le plus acharné de Declan. La trahison avait été absolue. Declan n'avait pas demandé d'explication. Il n'avait pas attendu qu'elle supplie. Dans la mafia, la perception est le pouvoir. Et il ne pouvait pas paraître faible. Il lui avait servi les papiers du divorce le jour de leur anniversaire, accompagné de 2 gardes armés pour l'escorter hors du domaine. Elle n'avait pas pleuré. C'est ce qui le hantait le plus. Elle l'avait juste regardé avec ses grands yeux noisettes remplis d'une acceptation terrifiante et avait chuchoté « Tu survivras à ça, Declan. » S'éclaircit la gorge. « Ouais. » Il ne l'avait plus vu ni entendu depuis. « Elle est partie, Rocco. » Declan a dit, tendant la main vers la carafe en cristal de whisky. Elle a pris le paiement. Elle vit probablement à Paris ou à Milan, riant de la facilité avec laquelle elle m'a dopé. « Nous n'avons jamais confirmé le vol, boss, » a murmuré Rocco. « Tu m'as dit d'arrêter de la traquer parce que je m'en fiche. » Declan me mentit. Il a pris une longue gorgée du scotch. Elle a choisi les Vittis. Elle a choisi la mort. La seule raison pour laquelle elle respire encore est parce qu'il me reste un brin de miséricorde. Maintenant, prendre la voiture. Nous avons une ville à diriger. Declan s'est levé, ajustant sa veste de costume sur mesure. Il se sentait vide. Il avait tout le pouvoir de la ville. Pourtant, le penthouse se sentait comme un mausolée. Il a marché vers l'ascenseur, le claquement de ses chaussures en cuir italien résonnant sur le marbre. Il s'est convaincu qu'il était mieux. L'amour était une responsabilité dans son métier. Sienna était une faiblesse qu'il avait excisée comme une tumeur.
Mais alors qu'il entrait dans l'ascenseur privé, sa main a effleuré sa poche où il gardait encore son téléphone personnel, celui dont seulement 5 personnes au monde avaient le numéro. Il lui manquait sa chaleur, s'éclaircit la gorge. Il lui manquait la façon dont elle l'attendait, faisant semblant de lire un livre, mais clairement juste s'assurant qu'il rentrait vivant. Il lui manquait le mensonge de leur bonheur. Les portes de l'ascenseur ont fait ping et se sont ouvertes dans le garage. Son cortège l'attendait. Vers l'entrepôt, Declan a commandé, glissant à l'arrière du SUV blindé. Alors que la voiture s'engageait dans la nuit orageuse, le téléphone de Declan a vibré. Il l'a ignoré. Probablement un fournisseur. Il a vibré encore et encore, un rythme persistant et frénétique. S'éclaircit la gorge. Fronçant les sourcils, Declan est sorti l'appareil de sa poche. L'écran était légèrement fissuré au coin, endommagé de la nuit où il l'avait jeté contre le mur après le divorce. L'identifiant de l'appelant était vide. Numéro inconnu. Declan a appuyé sur le bouton de silence. Il n'avait pas le temps pour les inconnus, mais le téléphone s'est immédiatement rallumé. S'éclaircit la gorge. « Réponds », a-t-il murmuré à lui-même, agacé. Il a glissé l'écran et a porté le téléphone à son oreille. Sa voix, un grognement bas, est dangereux. Il ferait mieux que ce soit une question de vie ou de mort. Il y a eu une pause à l'autre bout, un son rauque et humide, le son de quelqu'un essayant de respirer à travers du liquide. Declan. La voix était un murmure, à peine audible par-dessus le grésillement de la pluie et le bourdonnement du moteur. Mais le cœur de Declan s'est arrêté. Il a cogné contre ses côtes si fort qu'il s'est senti étourdi. Ce n'était pas Sienna. C'était une voix d'homme, mais en arrière-plan, il l'a entendu. Un son spécifique terrifiant qu'il connaissait intimement. Le bip, bip, bip d'un moniteur cardiaque. Qui est-ce? Declan a exigé, sa main serrant le téléphone si fort que ses phalanges sont devenues blanches. Comment avez-vous obtenu ce numéro? Vous ne me connaissez pas? La voix a râpé. Mon nom est Dr. Harris Pendergast. Je suis chirurgien traumatologue à St. Jude's Mercy. Je brise le protocole en vous appelant, mais elle ne m'a donné le nom de personne d'autre. Declan a senti une sueur froide perler sur son cou. Qui? De qui parlez-vous? La Jane Doe que nous venons d'admettre, a dit le médecin, sa voix urgente. Elle n'a aucune idée. Elle a été battue, Monsieur Ali, gravement. Elle va être opérée maintenant, mais elle s'est réveillée pendant 10 secondes. Elle a attrapé mon haut de blues et m'a donné ce numéro. Elle a dit de dire à Declan, le colis est en sécurité. Le sang de Declan s'est glacé. Le colis est en sécurité. C'était un code, un vieux code. Un code que lui et Sienna utilisaient quand ils sortaient en secret avant qu'ils ne deviennent l'aube. Cela signifiait « Je ne t'ai pas trahi ». À quoi ressemble-t-elle? Declan a chuchoté, bien qu'il savait déjà. Milieu de la vingtaine, yeux noisettes, il y a une cicatrice sur son épaule gauche en forme de croissant de lune. S'éclaircit la gorge. Le monde a basculé. La cicatrice. Elle l'a eue en tombant d'un vélo en Toscane pendant leur lune de miel. Faites demi-tour. Declan a rugi, sa voix craquant. Rocco a regardé dans le rétroviseur, alarmé. Boss, la réunion vêtit. J'ai dit, fais demi-tour putain de voiture. Declan a crié, un son de pure panique non adultéré. Allez à St. Jude's Mercy maintenant. Conduis comme si tu essayais de nous tuer. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un flou de feux rouges grillés et de pneus qui crissent. Declan était assis à l'arrière, son arme posée sur son genou, son esprit une tempête chaotique. Battu, s'éclaircit la gorge gravement. Les mots tournaient en boucle dans sa tête. Qui l'a touché? Si Adrien Viti l'avait touché, Declan brûlerait la ville entière jusqu'au sol. Il écorcherait l'homme vivant. Mais pourquoi était-elle ici? Pourquoi n'est-elle pas partie? Et qu'a-t-elle voulu dire? Le colis est en sécurité. Le SUV a freiné brusquement à l'entrée des urgences. Declan n'a pas attendu que Rocco ouvre la porte.
Il a jailli sous la pluie, son manteau flottant derrière lui comme une cape sombre, et a traversé les portes vitrées coulissantes. Des gardes de sécurité se sont avancés, les mains sur leurs ceintures. Un seul regard sur le visage de Declan, le visage d'un homme prêt à assassiner Dieu lui-même, et ils ont reculé. Dr. Pendergast, Declan a aboyé à l'infirmière tremblante au comptoir de la réception. « Où est-il? »« Monsieur, vous ne pouvez pas être ici. » Rocco s'est avancé derrière Declan, montrant un badge qui était faux mais semblait assez cher pour être une vraie autorisation gouvernementale. Sa famille. Où est-elle? Avant que l'infirmière ne puisse répondre, un homme en blouse chirurgicale verte éclaboussée de sang a traversé les doubles portes. Il avait l'air épuisé. Il a repéré Declan instantanément. L'aura de violence autour du chef de la mafia était unmistakable. « Monsieur O'Malley ?» le médecin a demandé. Declan a réduit la distance en deux enjambées, attrapant le médecin par les épaules. « Est-elle vivante? » À peine, Dr. Pendergast dit, sans broncher. « Elle est en soins intensifs. Nous avons dû lui retirer la rate. Elle a 3 côtes cassées, un os orbital fracturé et de graves blessures défensives aux mains. Celui qui a fait ça, il voulait des informations et elle ne les leur a pas données. » Declan a senti la bile monter dans sa gorge. Il a relâché le médecin, ses mains tremblantes. « Puis-je la voir? Elle est sous sédatif. »« Mais oui, 5 minutes. » S'éclaircit la gorge. Declan a marché dans les couloirs stériles, l'odeur d'antiseptique lui brûlant le nez. Ça sentait la mort. Il détestait les hôpitaux. Quand il est entré dans la chambre 304, l'air a quitté ses poumons. Sienna semblait petite, si incroyablement petite dans le lit d'hôpital, entourée de fils et de tubes. Son visage, autrefois la plus belle chose qu'il ait jamais vue, était enflé, contusionné, violet et jaune. Sa lèvre était fendue. Son bras était dans un plâtre. Declan s'est approché du lit lentement, comme si le sol était fait de verre. Il a tendu la main et a doucement touché une mèche de ses cheveux qui n'était pas souillée de sang. « Si, a-t-il chuchoté, il l'avait jetée dehors. Il l'avait traitée il l'avait coupée de tout sans un sou, croyant qu'elle courait vers son ennemi. Il a regardé ses mains. Les blessures défensives mentionnées par le médecin. Ses phalanges étaient à vif. Elle avait combattu. Sienna, qui ne tuerait pas une araignée, avait combattu pour sa vie. Pourquoi? Ses yeux ont dérivé vers la table de chevet. Un sac en plastique avec ses effets personnels y était posé. Il contenait les vêtements qu'il lui avait coupés. Des vêtements bon marché, en lambeaux, pas la soie de créateur qu'il lui avait achetée. Elle vivait dans la pauvreté. Et il y avait autre chose, un petit morceau de papier froissé. Declan a ouvert le sac et a sorti le papier. C'était un reçu d'une pharmacie du Lower East Side, les Bidonville. Il était daté d'hier. Vitamine prénatale. Le monde a cessé de tourner. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant. Declan a regardé le reçu puis le ventre plat de Sienna couvert par le drap d'hôpital. Le colis est en sécurité. Ce n'était pas un code de loyauté. C'était littéral. Elle était enceinte. « Rocco », a dit Declan. Sa voix était dépourvue d'humanité. C'était une voix de machine. Rocco est apparu dans l'embrasure de la porte, le visage pâle. Il avait aussi vu le reçu. Boss, la date 3 mois. Declan a dit qu'elle était enceinte quand je l'ai mise dehors. Elle ne te l'a pas dit. Elle a essayé. Declan a réalisé, un souvenir lui revenant. La nuit du divorce, elle avait essayé de lui remettre une lettre. Il l'avait brûlée devant elle sans la lire. Oh mon Dieu, il a agrippé le rail du lit, ses phalanges craquant. Elle n'est pas allée voir Adrienne Vitti pour une liaison. Elle est allée le voir pour autre chose. Et quelqu'un l'a découvert. Soudain, le moniteur cardiaque s'est emballé. Les yeux de Sienna se sont ouverts. Ils étaient vitreux, flous, remplis de terreur. Non, non. Elle a gémi à travers le masque à oxygène. Ne lui dis pas. Ne dis pas à Declan. Declan s'est penché,
les larmes lui piquant les yeux. « Sienna, c'est moi. C'est Declan. Tu es en sécurité. » Ses yeux se sont fixés sur lui. S'éclaircit la gorge. La panique a explosé en eux. Elle a essayé de s'asseoir, se débattant contre les liens. « Cours, Declan. Cours. Ils savent. Ils t'ont tendu un piège. » « Qui? » Declan a exigé, lui tenant les épaules doucement. « Qui m'a tendu un piège? Les photos? » Elle a haleté, toussant. Ce n'était pas une liaison. Adrien, s'éclaircit la gorge. Adrien a trouvé le micro dans ton bureau. Je suis allé chercher l'enregistrement chez lui pour prouver le traître. Elle a saisi sa main, sa prise étonnamment forte. Ce n'est pas Viti, Declan. Le traître, il est à l'intérieur. Il est dans ta maison. Declan s'est immobilisé. Qui, Sienna? Elle a regardé derrière lui, ses yeux s'écarquillant d'horreur alors qu'elle regardait l'embrasure de la porte. Declan s'est retourné. L'embrasure de la porte était vide, mais une ombre se déplaçait dans le couloir. Une ombre avec une boiterie. Declan s'est retourné vers Sienna. « Repose-toi. Je vais tous les tuer. » Il est sorti de la pièce, essuyant la seule larme de sa joue. La tristesse avait disparu. S'éclaircit la gorge. Seul le démon restait. Rocco, Declan a dit, sortant son arme et vérifiant la chambre. « Verrouille cet étage. Mets 10 hommes sur cette porte. Si quelqu'un qui n'est pas un médecin s'approche à moins de 3 mètres d'elle, tirez-lui dessus. »« Où vas-tu? » Rocco a demandé. « Je vais trouver Adrienne Viti, Declan a dit, et je vais lui demander poliment ce que ma femme foutait à me sauver la vie pendant que je détruisais la sienne. » La pluie s'était transformée en une averse torrentielle, inondant les gouttières de Chicago. Le convoi de Declan n'est pas retourné au penthouse. Il s'est dirigé directement vers le territoire ennemi, le domaine Viti. Habituellement, entrer chez Viti était un acte de guerre. Ce soir, Declan s'en fichait. Il a écrasé son SUV à travers les portes en fer forgé du manoir Viti, abattant une statue de lion en pierre. Des gardes ont envahi la maison, des fusils d'assaut levés. Declan est sorti de la voiture, les mains tendues sur les côtés, désarmé. C'était un coup suicidaire. « Va chercher Luca. » Declan a rugi aux gardes. « Dis-lui qu'Ali est ici. » La porte d'entrée s'est ouverte. Luca Viti, l'aube de la famille rivale, est sorti. C'était un homme plus âgé d'une 60aine d'années, avec des cheveux argentés et des yeux de requin. À côté de lui se trouvait son fils, Adrien. Adrien Viti avait l'air terrible. Il avait un œil au beurre noir et son bras était en écharpe. « Tu as un désir de mort, garçon? » Luca a crié, signalant à ses hommes de ne pas se tirer. « Briser ma porte? Je devrais t'enterrer ici même. »« Je ne suis pas là pour toi, Luca, » Declan a dit, sa voix calme. Il a regardé directement Adrien. « Je suis là pour lui. » Adrien s'est avancé, regardant non pas Declan, mais le sol. Est-elle vivante? Declan l'a étudiée. Il n'y avait pas de moquerie dans la voix d'Adrien, seulement de la honte. « Elle est en soins intensifs, » Declan a dit. « Dis-moi pourquoi. Donne-moi une raison de ne pas te mettre une balle dans la tête tout de suite pour avoir touché ma femme. » « Je ne l'ai pas touchée, » Adrien a claqué, levant les yeux. « J'ai essayé de l'aider. Tu étais trop aveugle pour le voir. »« Laisse-le parler, » Luca a grogné, regardant Declan avec curiosité. Adrien a pris une profonde inspiration. « Il y a 3 mois, Sienna est venue me voir. Elle n'est pas venue coucher avec moi, idiot. Elle est venue parce qu'elle a trouvé des virements bancaires. Quelqu'un dans votre organisation écrémait de l'argent et le canalisait vers les Russes. Elle a tracé le compte jusqu'à une société écran appartenant à ma famille. » Declan a froncé les sourcils. « Quoi? Elle pensait que nous achetions vos hommes. » Adrien a continué. « Elle est venue me confronter. Elle a menacé d'aller voir le FBI avec des preuves des opérations de mon père si je ne lui donnais pas le nom du traître dans votre équipe. Elle te protégeait, Declan. Elle savait que si tu découvrais l'argent en premier, tu irais en guerre avec nous sans réfléchir.
Elle voulait résoudre ça pacifiquement. Declan a senti le sol se dérober sous lui. Les photos. Je l'ai rencontré à l'hôtel pour lui donner les dossiers. Adrien a craché. Celui qui a pris ces photos a réglé l'angle parfaitement pour que ça ressemble à un rendez-vous amoureux. Il voulait que tu la divorces. Il voulait qu'elle parte parce qu'elle était la seule assez intelligente pour les attraper. Qui? Declan a demandé, sa voix à peine un murmure. Qui est le traître? Adrien a secoué la tête. Nous ne connaissons pas le nom, seulement l'alias. Le compte est signé par quelqu'un se faisant appeler l'architecte. Mais Sienna, elle a pris les dossiers. Elle les a cachés. Et hier, Declan a demandé qui l'a battu. Elle m'a appelé hier, Adrien a dit, sa voix tremblante. Elle a dit qu'elle avait compris. Elle a dit qu'elle savait qui était l'architecte. Elle venait m'apporter la preuve pour que nous puissions vous la présenter ensemble. Mais elle n'est jamais venue. La prochaine chose que j'entends, elle est retrouvée à moitié morte dans une ruelle. Declan a regardé Adrien, l'a vraiment regardé. Il a vu la vérité. Sienna avait marché dans la gueule du lion pour sauver l'empire de Declan, et il l'avait rejeté pour cela. L'architecte, Declan a répété. Il y a une dernière chose, Adrien a dit. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite boîte en velours. Il l'a jetée à Declan. Declan l'a attrapée. Il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une tétine. Elle l'a laissée au café où nous nous sommes rencontrés la première fois. Adrien a dit doucement. Elle m'a dit, s'il m'arrive quelque chose, donne ceci à Declan. Dis-lui qu'il va être père et d'arrêter d'être un âne têtu. Declan a fixé la tétine. La pluie le trempait jusqu'aux os, mais il ne la sentait pas. Il a refermé son poing autour de l'objet en plastique. « Rentrez chez vous, O'Malley. » Luca Vitti a dit, sa voix étonnamment douce. « Trouvez le rat dans votre maison avant qu'il ne finisse le travail. » Declan s'est retourné vers sa voiture. Il avait un nom maintenant, l'architecte. Il est monté à l'arrière. Rocco attendait. « Où aussi, patron? » « Retour au penthouse, Declan a dit. « J'ai besoin d'accéder au mainframe. » S'éclaircit la gorge. « J'ai besoin de voir qui a accès aux journaux de sécurité. »« Patron, Rocco a dit, démarrant le moteur. Tu devrais savoir. Pendant que tu étais à l'intérieur, j'ai reçu un appel de la maison. Ton chef de cabinet, Dominique. Il essaie d'accéder à ton coffre-fort privé depuis la dernière heure. » Les yeux de Declan se sont fixés sur le rétroviseur. Dominique, son plus vieil ami, l'homme qui lui avait remis les papiers du divorce à signer, l'homme qui avait insisté pour embaucher le détective privé qui avait pris les photos. Dominique avait une boiterie due à une vieille blessure de guerre, une ombre avec une boiterie. « Rocco, » Declan a dit, glissant un nouveau chargeur dans son pistolet. « À quelle vitesse peux-tu nous ramener à la maison? » 15 minutes, faisant 10. Declan a regardé par la fenêtre. La ville était un flou de lumière. Il n'était plus le roi de la ville. Il était un mari. Il était un père. Il est rappelé à tout le monde pourquoi le nom Ali était écrit en sang. L'ascenseur vers le penthouse n'a pas fait ping à son arrivée. Declan avait annulé le système depuis son téléphone, coupant les lumières et le son. Les portes se sont ouvertes sur l'obscurité du foyer. La foudre a éclaté, illuminant le vaste salon par éclairs irréguliers. Le penthouse était silencieux, à l'exception du tambourinement rythmique de la pluie contre la vitre, mais Declan connaissait le rythme de sa propre maison. Quelqu'un était dans le bureau. Il a fait signe à Rocco de rester près de l'ascenseur. C'était personnel. Declan a traversé le tapis persane, son arme dégainée, ses pas étouffés par le tonnerre. La porte de son bureau privé était entr'ouverte, une mince lueur dorée s'échappant sur le sol. Il a poussé la porte avec le canon de son arme. Dominique était assis derrière le bureau de Declan. Le coffre-fort, caché derrière un portrait du père de Declan, était grand ouvert. Des piles d'obligations aux porteurs et d'argent liquide étaient empilées sur la surface en cuir. Dominique les fourrait dans un sac de sport. « Tu voyages léger pour une retraite, Dom? » Declan a dit, sa voix terrifiante de calme. Dominique s'est figé.
Il n'a pas cherché l'arme posée sur le bureau. Il savait que Declan était plus rapide. Lentement, il a levé les mains et a tourné le fauteuil pivotant. Dominic avait 40 ans, avec un visage marqué par des éclats d'obus d'une tournée en Afghanistan, une tournée qu'il et Declan avaient effectuée ensemble avant que la vie mafieuse ne les reprenne. Il avait l'air fatigué. « Je savais que tu finirais par comprendre », Dominic a dit, sa voix rauque. « Mais je pensais avoir encore 1 heure. Sienna n'était pas censée se réveiller. Elle est plus forte que tu ne le penses. » Declan est entré dans la pièce, le pistolet ne quittant jamais la poitrine de Dominic. « Pourquoi? Nous étions frères. Je t'ai donné un siège à la table. Je t'ai donné du respect. Tu m'as donné des miettes. » Dominic a craché, sa façade calme se fissurant. « Tu es assis sur le trône à jouer au roi pendant que je nettoie tes dégâts. Et puis tu l'as fait venir, Sienna. Elle ruinait tout. » Dominic s'est levé, ignorant l'arme pointée sur lui. « Avant elle, nous étions impitoyables. Nous étions intouchables. Puis elle est arrivée avec son art et sa moralité. Et soudain tu parles d'affaires légitimes. Tu vas vendre les ports, Declan. Les Russes m'ont offert 10 fois ce que tu me paies pour garder ces ports ouverts pour leur cargaison. » Alors tu l'as piégé, Declan a dit, la réalisation s'installant comme du plomb dans son estomac. Tu as engagé le photographe. Tu as planté le micro. J'ai dû l'écarter. Dominic a ricané. Je ne pensais pas que tu serais assez stupide pour la divorcer si vite. Je pensais que tu l'écarterais simplement. Mais toi, tu as tellement peur d'être trahi, tu as fait le travail pour moi. Tu l'as jeté au loup. Declan l'a frappé avec la crosse de son pistolet. S'éclaircit la gorge. C'est arrivé si vite que Dominic ne l'a pas vu venir. Le canon de l'arme a claqué contre la mâchoire de Dominic, le faisant s'étaler sur le sol. Declan était sur lui instantanément, un genou sur sa poitrine, l'arme pressée contre son front. « Elle est enceinte », Declan a chuchoté, ses yeux brûlants d'un feu bleu froid. « Cette femme que tu as fait battre, elle porte mon enfant. » Les yeux de Dominic se sont écarquillés. « Je ne savais pas. Tu as envoyé des hommes pour la tuer hier. »« Non !» Dominic a crié, du sang bouillonnant de sa lèvre. « Non, Declan. Écoute-moi, je l'ai piégée. Oui. J'ai pris de l'argent russe. Oui. Mais je n'ai pas ordonné le coup hier. Je voulais qu'elle parte, pas qu'elle meure. Si elle meurt, la police commence à chercher. Je suis un homme d'affaires, pas un boucher. »« Tu mens. » Declan a armé le chien. « Je ne mens pas. » Dominic a plaidé. « Les Russes, ils sont devenus impatients. Quand Sienna a recommencé à fouiller, quand elle a découvert le compte de l'architecte, les Russes ont décidé de régler le problème. J'ai essayé de les appeler. C'est pourquoi je m'enfuis. Ils viennent aussi pour moi, Declan. L'architecte, ce n'est pas moi. Je ne suis que l'intermédiaire. » Declan a fait une pause. Dominic était un traître, mais c'était un lâche. Il n'ordonnerait pas un coup sur une femme si cela lui attirait des ennuis. Qui est l'architecte? Declan a exigé, appuyant plus fort sur le canon. Je ne connais pas de nom. Dominic, s'éclaircit la gorge, a haleté. Je ne connais que la méthode de contact. Un serveur sécurisé. Mais attendez. Les yeux de Dominic ont balayé le bureau. Le téléphone. Le téléphone jetable sur le bureau, il a sonné il y a 5 minutes. Un texto. Declan a gardé l'arme pointée sur Dominic, mais a tendu la main pour saisir le téléphone en plastique bon marché sur le bureau. Il a allumé l'écran. Un nouveau message. Travail fait. Hôpital sécurisé. Infirmière opérative en place. Élimination de la cible à 02 heures du jour. Declan a regardé sa montre. Il était 01h55. Infirmière opérative. Declan a lu, son sang se glaçant. « Je ne les ai pas envoyés », Dominic a crié. Declan s'est levé, son esprit en ébullition. Il avait laissé 10 gardes à la porte. Mais une infirmière pouvait passer juste devant eux.
Une infirmière pouvait injecter de l'air dans une ligne IV et arrêter un cœur en quelques secondes sans faire de bruit. « Rocco! » Declan a hurlé. Rocco a fait irruption dans la pièce. « Boss, attache-le, mets-le dans le coffre. S'il parle, coupe-lui la langue. Nous retournons à l'hôpital. » « Declan, tu n'y arriveras pas. » Dominic a crié du sol. « C'est de l'autre côté de la ville dans cette tempête. » « Appelle les gardes. Je ne peux pas faire confiance aux gardes. » Declan a rugi. « Si les Russes t'ont retourné, ils auraient pu retourner n'importe qui. » Declan a sorti son propre téléphone et a composé le numéro du Dr. Pendergast. Ça a sonné sur la messagerie vocale. « Bon sang! » Declan a frappé du poing le cadre de la porte. Il avait besoin d'yeux dans cette pièce. Puis, il s'est souvenu de la caméra de Nounou. Il y a des mois, quand lui et Sienna ont commencé à parler d'enfants, il avait installé un système de sécurité high-tech dans leur future chambre d'enfants, accessible via son téléphone. Il l'avait également synchronisé avec une unité portable qu'il utilisait parfois pour la surveillance. Il n'avait pas de caméra dans la chambre d'hôpital, mais il avait le téléphone de Sienna, celui que la police avait mis sous scellé, s'il pouvait accéder à son cloud à distance. Il a sprinté vers l'ascenseur, tapant furieusement sur son téléphone. « Conduis, Rocco. Conduis. » L'oasis de St. Jude's Mercy était calme. Le seul bruit, le sifflement rythmique des ventilateurs et le bip bas des moniteurs. À l'intérieur de la chambre 304, Sienna dérivait entre conscience et inconscience. Les analgésiques étaient lourds, la tirant vers un océan sombre et chaud. Mais quelque chose la ramenait. Un instinct primal, un sentiment de terreur qui perçait à travers le brouillard de morphine. Elle a ouvert les yeux. La pièce était obscure. Une silhouette se tenait au pied de son lit. C'était une infirmière. Elle portait un masque et une charlotte chirurgicale, sa forme indéfinissable dans les blouses bleues. Elle préparait une seringue. « Soif, chérie ?» l'infirmière a demandé. Sa voix était plate, américaine mais avec une étrange cadence saccadée. Sienna a cligné des yeux, la gorge sèche. De l'eau. « J'ai quelque chose de mieux, » l'infirmière a dit. Elle s'est déplacée sur le côté du lit vers le porte-à-cœur. « Quelque chose pour vous aider à dormir pour toujours. » Le moniteur de fréquence cardiaque de Sienna a accéléré. « Bip, bip, bip. Qui êtes-vous? » Sienna a chuchoté, essayant de retirer son bras, mais la contrainte la tenait fermement. « Juste une femme de ménage, » la femme a dit. Ses yeux étaient morts, froids et gris. « L'architecte vous salue. » Il dit. « C'est dommage. Vous avez bon goût en or. » La femme a retiré le capuchon de l'aiguille. Ce n'était pas un liquide clair à l'intérieur. C'était un blanc laiteux, du chlorure de potassium. Cela arrêterait son cœur instantanément et cela ressemblerait à un arrêt cardiaque dû à un traumatisme. « Non, » Sienna a lutté. « Mon bébé. » « Ne vous inquiétez pas, » l'infirmière a dit, positionnant l'aiguille au-dessus du port d'injection. « Le bébé part avec vous. » Soudain, la porte de la chambre a éclaté. Ce n'était pas Declan. C'était le Dr. Harris Pendergast. « Éloignez-vous du patient. » Harris a crié, tenant une palette de défibrillateur comme une arme. L'infirmière n'a pas bronché. Elle s'est retournée avec une vitesse terrifiante, frappant avec un scalpel qu'elle avait caché dans sa paume. Harris a esquivé, la lame tranchant à travers son haut de blouse, traçant une ligne de sang sur sa poitrine. Il a trébuché en arrière, s'écrasant contre un chariot d'instruments. L'assassin s'est retourné vers Sienna, enfonçant l'aiguille vers l'IV. Bang! La fenêtre en verre de la chambre de l'USI a éclaté vers l'intérieur. L'assassin a tressailli violemment, son épaule explosant dans une brume rouge. Elle a laissé tomber la seringue et s'est tournée vers la fenêtre. Dehors, sur l'échelle de secours, se tenait Declan O'Malley, la pluie dégoulinant de ses cheveux, son arme fumante à la main. Il avait escaladé 3 étages dans la tempête. Il n'a pas hésité. Il a tiré de nouveau 2 coups dans la poitrine. L'assassin s'est effondré en arrière, renversant le pied de perfusion et a frappé le sol, morte. Declan a sauté par la fenêtre cassée, le verre craquant sous ses bottes.
Il a donné un coup de pied à l'arme de la main de l'assassin et s'est précipité vers le lit. Si, il lui a arraché les liens des poignets. Elle hyperventilait, les yeux écarquillés par le choc. Declan. Elle a sangloté, attrapant son manteau, enfouissant son visage dans sa chemise mouillée. Elle allait. Je sais, je l'ai eu. Tu es en sécurité. Il lui a tenu le visage dans ses mains, l'examinant. A-t-elle injecté quelque chose? T'a-t-elle touché? Non. Dr. Harris. Sienna a pointé du doigt. Declan s'est tourné vers le jeune médecin qui serrait sa poitrine sanglante en glissant le long du mur. « Ça va, Doc? » Declan a demandé, sa voix rauque mais remplie d'un nouveau respect. « Juste une égratignure? » Harris a grimacé. « Mais nous avons un problème. » Il a pointé le moniteur. La tension artérielle de Sienna chutait. Le stress, le traumatisme. Son utérus se contracte, Harris se dit, son visage pâlissant en regardant les relevés. Elle fait un décollement placentaire. Le traumatisme des coups combinés au choc. Le placenta se détache de la paroi. Qu'est-ce que ça veut dire? Declan a exigé, la panique montant dans sa voix. Ça veut dire que le bébé manque d'oxygène, Iris a dit, luttant pour se lever. Et Sienna saigne intérieurement. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons opérer maintenant. Tout de suite. Fais-le, Declan a ordonné. J'ai besoin d'une équipe complète, Harry a dit. Mais nous ne pouvons pas faire confiance au personnel. Vous avez dit qu'il pourrait y en avoir d'autres. Je serai ton équipe éducation. Une voix est venue du couloir. Rocco est entré, traînant un anesthésiste terrifié par le col. J'ai trouvé ce type qui se cachait dans la salle de repos. Il est propre. J'ai vérifié son téléphone. Passez au bloc, Harry a ordonné à l'anesthésiste. Il a regardé Declan. Toi aussi, j'ai besoin de quelqu'un pour tenir les écarteurs. Je ne peux pas faire ça d'une seule main. Je ne suis pas médecin, Declan a dit. Aujourd'hui, tu l'es, Ars a dit, frappant l'alarme d'urgence. À moins que tu ne veuilles qu'ils meurent tous les deux. La salle d'opération était un enfer blanc aveuglant. Declan Ali, l'homme qui avait ordonné des coups, qui avait brisé des os et écrasé des empires, tremblait. Il portait des blouses chirurgicales, ses mains lavées et gantées, debout au-dessus de l'abdomen ouvert de son ex-femme. Écarteur, Harris a commandé. Declan a tiré l'instrument métallique, élargissant l'incision. Il a essayé de ne pas regarder le sang. Il y avait tellement de sang, la tension artérielle chute, l'anesthésiste a appelé nerveusement. 60/40, elle s'effondre. Pousse, et puis, Harris a crié. Declan, tiens ferme. Je dois sortir le bébé avant que l'hypoxie ne cause des lésions cérébrales. Sienna était inconsciente, intubée, une machine respirant pour elle. Declan a regardé son visage, pâle comme les draps. J'ai fait ça, il a pensé. J'ai laissé ça arriver. Je vois la tête, Harris a dit. Scalpel. D'un mouvement précis, Harry a coupé à travers la paroi utérine. Du liquide a jailli. Il a tendu la main. La pièce est devenue silencieuse. Harry a sorti une minuscule forme violette. C'était un garçon, mais il ne pleurait pas. Il ne respire pas. Declan a chuchoté, le son lui arrachant la gorge. Cordon, Harris a claqué. Il a clampé et coupé le cordon ombilical. Il a remis le bébé mou à une infirmière que Rocco avait vérifié. Emballez-le, commencez les compressions. La mère hémorragie. Le s'éclaircit de la gorge, anesthésiste a crié. Nous la perdons. Declan était déchiré. Il a regardé son fils allongé sur la table chauffante, sur laquelle l'infirmière travaillait. Il a regardé Sienna, dont la vie s'écoulait sur la table. Sauve-la. Declan a grogné à Harris. Oublie l'enfant, sauve-la. Je peux sauver les deux. Harris a serré les dents, ses mains bougeant à un flou, cousant, clampant. Allez, Sienna, bats-toi. Bip. Le son de l'électrocardiogramme plat a rempli la pièce. Arrêt. S'éclaircit de la gorge cardiaque, claire. Harris a attrapé les palettes. Charge à 200. Thump. Son corps a tressailli.
Rien, la ligne est restée plate. Encore. 300, thump, Declan a regardé, son âme se brisant en 1 million de morceaux. Ne meurs pas, Sienna, pas avant que je puisse implorer pardon, pas avant que je puisse te dire que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Allez, Harry, a crié, la sueur dégoulinant de son front. Soudain, un son a traversé le ton de l'électrocardiogramme plat, un petit gémissement aigu. Le bébé. L'infirmière s'est retournée, tenant le tout petit garçon. Il respire, il respire. À ce moment précis, le moniteur a bipé. Puis encore, bip, bip, bip. Un rythme sinusal, elle est de retour. Harris a expiré, s'affaissant légèrement. Nous l'avons récupéré. Declan est tombé à genoux sur le sol carrelé, se tenant la tête dans les mains. Il a laissé échapper un sanglot qui ressemblait à un animal blessé. 2 heures plus tard, Sienna était stable dans une chambre de récupération privée. Tout l'étage était verrouillé par les hommes d'O'Malley. Rocco avait appelé les réserves, les gros brasses du Nord. Personne n'entrait ou ne sortait sans un scan rétinien. Declan se tenait près de l'incubateur en néonatologie. Son fils était petit, branché à des fils mais fort. Il avait le nez de Sienna et le menton de Declan. « C'est un battant », Rocco a dit, debout près de la porte. « C'est un Ali », Declan a dit tranquillement. Il a touché la vitre. « As-tu interrogé Dominique ?» « Oui », Rocco a dit sombrement. Il a chanté comme un oiseau après que je lui ai montré les pinces. Il nous a donné l'adresse du serveur pour l'architecte. Et notre technicien l'a craqué. Ce n'était pas un serveur russe. Il était routé via les îles Caïmans, mais le point d'origine, c'est ici en ville. Declan s'est détourné de son fils. La douceur a disparu de son visage. Où? L'hôtel de ville, Rocco a dit. Plus précisément, le bureau du procureur de district. Les yeux de Declan se sont rétrécis. Procureur de district Whitman. Non, Rocco a secoué la tête. Whitman est une marionnette. L'adresse IP remonte à un terminal privé utilisé par son adjointe, Eleanor Vance. Declan a fait une pause. Eleanor, attendez. Eleanor est sur la liste des interdictions. Je dois corriger cette correction. Audrey Vance. Audrey Vance. Declan a répété, ça avait du sens. Audrey Vance était la femme de ménage de la ville. Elle poursuivait les rivaux, maintenait les problèmes légaux des alliés au minimum. Declan l'avait payé des millions au fil des ans. Pourquoi? Declan a demandé. Parce qu'elle se présente à la mairie l'année prochaine, Rocco a expliqué. Elle avait besoin d'une grande victoire. Abattre l'organisation O'Malley et la famille Vitti d'un seul coup. C'est son ticket pour le manoir du gouverneur. Elle a monté Dominique contre toi. Elle a monté les Vittis. Elle voulait une guerre pour pouvoir arrêter les survivants. Declan est marché vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. La pluie avait cessé. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de nuances violettes et rouges. « Elle a touché ma femme », Declan a dit. « Elle a essayé de tuer mon fils. C'est une procureure fédérale, patron. » Rocco a averti. « Elle a la protection des services secrets. Si nous la touchons, le marteau tombe. Le FBI, la garde nationale. » Declan a boutonné ses poignets. Il a vérifié le reflet dans le verre. Il ressemblait à la mort. « Rocco ?» Declan a dit calmement. « Appelle Luca Vitti, l'aube des Vitti. »« Pourquoi? » »« Dis-lui que j'ai une proposition, » Declan a dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure terrifiant. « Dis-lui que la guerre est finie. Dis-lui que nous avons un ennemi commun. S'il m'aide à réduire en cendres le monde d'Audrey Vance, je lui donnerai les parts. » La mâchoire de Rocco s'est relâchée. « Les parts, c'est la moitié de nos revenus. Je me fiche des revenus. » Declan a dit, regardant l'incubateur où son fils dormait. « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Je vais prendre ma retraite, Rocco, mais d'abord, je vais montrer à cette ville ce qui arrive quand on réveille le diable. » Declan a marché vers la porte. « Prendre la voiture. Nous allons à une collecte de fonds. » La grande salle de bal du Ritz-Carlton était une mer de diamants, de cravates noires
et de sourires forcés. C'était le gala annuel de l'Association bienveillante des policiers, la nuit la plus importante du calendrier politique de Chicago. À la table d'honneur se trouvait la procureure adjointe Audrey Keene, précédemment identifiée comme la suspecte. Elle paraissait radieuse dans une robe cramoisie, serrant des mains de sénateurs et de juges. Elle était l'image de la justice, la femme qui nettoyait la ville. Dans son esprit, elle avait déjà gagné. La famille O'Malley s'effondrait. La famille Vitti était sous enquête. Et demain matin, elle annoncerait sa candidature à la mairie. Elle a vérifié son téléphone. Pas de nouvelles de l'assassin à l'hôpital. C'était bon. Le silence signifiait le succès. L'orchestre a cessé de jouer brusquement. Un silence est tombé sur la pièce. Les lourdes doubles portes de l'entrée se sont ouvertes. Ce n'était pas le maire qui entrait. Ce n'était pas le gouverneur. C'était Declan O'Malley. Il portait un smoking qui lui allait comme une armure. Son visage était contusionné, une coupure guérissant au-dessus de son sourcil, mais ses yeux étaient clairs. Il marchait avec un but terrifiant. Et il n'était pas seul. Marchant à ses côtés dans un smoking assorti se trouvait Luca Vitti. La pièce a halté. C'était comme voir un lion et un loup marcher côte à côte. Ces deux hommes étaient en guerre depuis 20 ans. Leur querelle de sang avait rempli les cimetières de Chicago. Et maintenant, ils marchaient d'un pas égal, épaule contre épaule. Des gardes de sécurité se sont avancés incertains. On n'arrête pas juste deux chefs de crime. Audrey Keene s'est levée, sa coupe de champagne tremblant légèrement. Elle a fait signe au chef de la police qui était assis à sa table. « Arrêtez-les », a-t-elle sifflé. « Ils sont en infraction. » Le chef s'est levé, mais avant qu'il ne puisse bouger, Declan et Luca ont atteint la scène. Declan s'est approché du microphone. Il n'a pas crié. Il n'a pas tiré d'arme. Il a simplement tapoté le micro. « Thump! Thump! » « Bonsoir, Declan a dit, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse. « Je m'excuse pour l'interruption. Je sais que vous êtes tous ici pour célébrer la justice, alors j'ai pensé vous en apporter. »« Coupez le micro !» Audrey a crié, perdant son sang-froid. « Sécurité, faites-le descendre de scène. »« Je ne ferai pas ça, Luca. » Vitti a dit, debout au pied des escaliers, les bras croisés. Derrière lui, Adrien, Vitti et Rocco sont sortis, flanquant les sorties. Ils n'étaient pas armés, mais leur présence était une menace suffisante. Declan a regardé Audrey droit dans les yeux. Il y a 3 mois, un compte fantôme a été créé pour canaliser de l'argent de mon organisation vers des ressortissants étrangers. Il a été conçu pour faire croire que les Vittis l'avaient fait. Il a été conçu pour déclencher une guerre. Il a fouillé dans la poche de sa veste. La foule a tressailli, s'attendant à une arme. Declan a sorti une clé USB. Il l'a branchée sur l'ordinateur portable du podium, qui était connecté au grand écran de projecteur derrière lui. Le compte était géré par quelqu'un se faisant appeler l'architecte, a poursuivi Declan. Ils ont engagé un photographe pour piéger ma femme. Ils ont engagé un homme pour la battre presque à mort il y a 2 nuits. Et ce soir, ils ont envoyé un assassin à l'hôpital pour tuer un nouveau-né. Un murmure d'horreur a parcouru la foule. « Mensonge !» Audrey a crié, marchant vers la scène. « C'est un criminel. Il essaie de discréditer le bureau du procureur. »« Passez le dossier », Declan a dit calmement. Sur l'écran géant, une vidéo a commencé à jouer. C'était Dominic, l'ancien chef de cabinet de Declan. Il était ligoté sur une chaise, du sang sur la lèvre, mais il parlait clairement. « Mon nom est Dominic. J'ai travaillé pour Declan Ali. J'ai été approché il y a 6 mois par la procureure adjointe Audrey Keene. Elle m'a offert l'immunité et une part des actifs saisis si je l'aidais à déclencher une guerre entre O'Malley et Vitti. Elle a donné les ordres. Elle a ordonné le coup sur Shiina Ali. Elle a dit qu'elle voulait que la femme de ménage sorte les poubelles. La pièce a éclaté. Des flashs ont éclaté comme des stroboscopes. Audrey s'est figée, son visage décoloré. Elle a cherché ses alliés du regard, mais les sénateurs reculaient. Les juges regardaient leurs assiettes.
C'est un deepfake, Audrey a hurlé, sa voix craquant. C'est de la propagande mafieuse. C'est ça? Declan a demandé. Il a regardé l'entrée latérale. Détective? Deux agences du FBI sont entrées. De vrais agents, pas sur la liste de paie d'Audrey. Audrey Keene, l'agent principal, a dit, brandissant un mandat. Nous avons les relevés bancaires. Nous avons les journaux de serveurs de votre bureau privé. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, racket et trahison. Audrey a regardé Declan avec une haine pure. Tu penses avoir gagné? Tu es toujours un criminel, Mali. Tu finiras par tomber. Declan s'est penché vers le micro, sa voix basse et intime, bien que toute la pièce l'ait entendue. Je ne suis plus Ali Loeb, Audrey. Je suis juste un père qui nettoie le monde pour son fils. Il a reculé pendant que les agents la menottaient. Elle a été traînée dehors, hurlant des menaces, les caméras capturant chaque seconde de sa chute. Declan a regardé Lucity. Le vieil homme a hoché la tête une fois, un accord silencieux. La guerre était finie. Les ports étaient à Lucca. La ville était calme. Declan est descendu de scène, passant devant l'élite stupéfaite de Chicago, et est sorti par la porte d'entrée. Il n'a pas regardé en arrière. 3 jours plus tard, le soleil entrait par les stores de la salle de récupération. Sienna était assise, pâle, mais vivante. Son bras était en écharpe et son visage guérissait encore, mais elle était belle. Dans ses bras, elle tenait un paquet enveloppé dans une couverture bleue. Declan se tenait dans l'embrasure de la porte. Il était là depuis 10 minutes, juste à les regarder. Il avait peur d'entrer. Il se sentait indigne. Sienna a levé les yeux. Ses yeux noisettes ont rencontré les siens. Il y avait de la douleur là, oui, mais il n'y avait pas de haine. « Tu vas rester là toute la journée? » a-t-elle demandé doucement. Declan est entré lentement. Il s'est assis sur la chaise à côté du lit. « Je ne voulais pas le réveiller. »« Il est réveillé, » Sienna a dit. « Il est juste silencieux comme son père. » Declan a regardé le bébé, son fils, Léo. Il l'avait nommé Léo le lion pour sa force. Sienna, Declan a commencé, sa voix chargée d'émotion. Je ne sais pas par où commencer. Je suis désolé ne suffit pas. J'ai tout brisé. Je nous ai brisés. Tu l'as fait, Sienna a dit. Elle n'a pas enjolivé les choses. Tu ne m'as pas fait confiance. Tu as laissé ton orgueil t'aveugler. Je sais, Declan a baissé la tête. J'ai signé les papiers, j'ai donné l'affaire. Lucca a le territoire. Rocco gère la transition vers des investissements légitimes. Je suis dehors, Sienna. Complètement. Sienna l'a regardé. Elle a vu le changement en lui. L'arrogance avait disparu. Le tranchant aigu et dangereux était émoussé. Il ressemblait à un homme qui avait vu l'abîme et avait décidé de prendre l'autre chemin. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé. « À cause de lui. » Declan a touché la petite main du bébé. « Et à cause de toi, je ne peux pas être l'homme qui dirige cette ville et l'homme qui te mérite. Alors j'ai choisi. » « Et si je ne te reprends pas, » Sienna a demandé, sa voix tremblant légèrement. « Tu m'as blessé, Declan. Tu m'as laissé seul. Alors je passerai le reste de ma vie à gagner ton pardon, » Declan a dit. « Je dormirai sur ton seuil. Je porterai tes courses. Je serai juste le père si c'est tout ce que tu me laisseras être. Mais je ne te quitterai plus jamais. » Sienna a regardé Léo. Le bébé a serré le doigt de Declan. Des larmes ont coulé sur ses joues. « Ça va prendre du temps, Declan. »« Beaucoup de temps. J'ai le temps, » Declan a dit. « J'ai tout le temps du monde. » Sienna s'est déplacée, faisant de la place sur le lit d'hôpital étroit. « Viens ici. » Declan a hésité, puis s'est assis délicatement sur le bord du matelas. Il a enroulé ses bras autour d'eux deux, sa femme, son fils. Le colis était en sécurité. Pour la première fois de sa vie, Declan Alley n'avait pas peur du noir parce qu'il tenait la lumière. 1 an plus tard, le soleil toscan était chaud sur le vignoble. L'air sentait le raisin et la terre. Declan a essuyé la graisse de ses mains avec un chiffon. Il avait passé la matinée à réparer le vieux tracteur. Il portait un jean et un T-shirt, ses muscles bronzés par le travail au soleil.
Pas de costume, pas d'armes. Il a marché sur le chemin de pierre menant à la ferme. Sur le porche, un bambin titubait sur des jambes instables, poursuivant un Golden Retriever. Papa! Le garçon a couiné, tombant dans l'herbe. Declan l'a ramassé, le balançant dans l'air. Léo a ri. Un son de pure joie, de pure joie. Sienna est sortie de la maison, portant un plateau de limonade. Elle avait l'air en bonne santé, heureuse. Les cernes sous ses yeux avaient disparu. Elle portait une salopette éclaboussée de peinture. Elle avait recommencé à restaurer l'or dans un petit atelier du village. « Tu as un appel », Sienna a dit, lui tendant le téléphone. « C'est Rocco. » Le sourire de Declan est légèrement pâli. Il a pris le téléphone. « Rocco, tout va bien? »« Tout va bien, patron. » Je veux dire, Declan, la voix de Rocco est arrivée claire et lointaine. Je voulais juste te faire savoir que le procès d'Audrey Keene s'est terminé aujourd'hui. Coupable de tous les chefs d'accusation. Prison à vie sans libération conditionnelle. Declan a regardé les collines ondulantes de l'Italie. Il a regardé sa femme et son fils jouant dans l'herbe. Le nom Audrey Keene sonnait comme un mot d'une langue différente, d'une vie différente. « Merci, Rocco », Declan a dit. « Ne m'appelle plus pour ces choses. »« D'accord, compris. Profite du vin. » Declan a raccroché. Il a éteint le téléphone et l'a laissé sur la table. « Mauvaise nouvelle ?» Sienna a demandé, levant les yeux. « Pas de nouvelles, » Declan a dit, embrassant son front. « Juste un vieux fantôme. Il est parti maintenant. » Il s'est assis sur la balançoire du porche, serrant Sienna contre lui, regardant leur fils chasser des papillons dans la lumière dorée. Le téléphone est resté silencieux, et pour la première fois, Declan n'a pas attendu qu'il sonne. Le roi est mort, vive le père. C'était l'histoire de Declan et Sienna Ali. C'est un rappel que parfois les plus grandes batailles ne se livrent pas avec des armes, mais avec la confiance. Et la chose la plus difficile qu'un homme puissant puisse faire est d'admettre qu'il avait tort. Du chagrin d'un divorce basé sur des mensonges à un affrontement dans une chambre d'hôpital et finalement une nouvelle vie sous le soleil toscan. Ils ont prouvé que l'amour est le seul empire qui vaille la peine d'être construit. Qu'avez-vous pensé de la rédemption de Declan? Méritait-il une seconde chance? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime un bon drame et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer le prochain rebondissement. Merci d'avoir regardé, écouté et je vous verrai dans le prochain.